À la une de cette édition d'information, conférence économique, le président Paul Biya vante le riche potentiel économique et les nombreuses opportunités d'investissement de son pays, le Cameroun. La finesse de la diplomatie offensive du Cameroun en matière économique s'est une fois de plus illustrée ce 17 mai à Yaoundé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence économique internationale. En éducation, examens officiels session 2016, le début a eu lieu ce jour avec les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e, en première année technique et au Common Entrance dans le sous-système anglophone sur le triangle national. À Douala, les écoliers du cours moyen 2e année ont massivement répondu présent à l'appel. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Conférence économique internationale, le président Paul Biya vante le riche potentiel économique et les nombreuses opportunités d'investissement de son pays, le Cameroun, appelant l'engagement des investisseurs, acteurs des milieux d'affaires et des secteurs publics et privés étrangers à apporter leur contribution à la création des richesses dans son pays. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. La journée du 17 mai 2016 amorce sa 11e heure lorsque le chef de l'État camerounais fait son entrée dans la salle des travaux. Avant les différentes prises de parole, honneur est fait aux couleurs nationales. Dans son mot de bienvenue, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, soutient que le Cameroun est économiquement viable et demande aux investisseurs à venir participer dans les grands chantiers de l'émergence du Cameroun. Après le premier magistrat de la ville de Yaoundé, la salle est attentive au discours d'ouverture de l'initiative de cette rencontre inédite. 17 minutes suffisent au président Paul Biya pour mettre en exergue le riche potentiel économique et les nombreuses opportunités d'investissement de son pays. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, partageant plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, première économie d'Afrique, le Cameroun se distingue par sa position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC. Sa façade atlantique, son réseau ferroviaire, ses 3 aéroports internationaux et ses 50 000 km de routes, tout cela en constant développement, favorise sa bonne intégration au commerce régional et mondial. Ces ressources naturelles sont abondantes. La diversité des sols, climats et milieux naturels y sont propices à l'agriculture. Le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique et disposant des réserves significatives de gaz naturel, le Cameroun s'est engagé dans une construction d'infrastructures énergétiques variées et de grande envergure. Par la suite, l'assistance a eu droit aux interventions de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien premier ministre du Portugal, de Chung Hun-chan, ancien premier ministre de Corée, et de Tony Elumelu, le président directeur général de l'UBA Group. Le premier va entretenir l'assistance sur le renforcement du partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que de la dynamisation des investissements européens à destination du continent africain qui, selon Barroso, a besoin de se développer. Si l'Afrique connaît une stabilité plus grande, l'ancien premier ministre du Portugal propose qu'elle doit s'ouvrir aux autres pays et s'occuper de l'éducation, première condition du développement. Les deux autres intervenants parlent de l'expérience sud-coréenne en matière de croissance économique et de croissance inclusive et de la philosophie économique de l'Afrique capitaliste qui peut servir les consommateurs et financer des projets à haute valeur ajoutée au Cameroun. Le président Paul Biya a donc personnellement présidé la cérémonie d'ouverture de la conférence économique internationale qu'abrite Yaoundé jusqu'à ce 18 mai. Les assises placées sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité » interpellent à plus d'un titre les investisseurs locaux qui ont massivement répondu présent à cette rencontre. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Valdez Kougan. Le discours du chef de l'État prononcé à Yaoundé à l'occasion de la conférence économique internationale n'a pas laissé indifférent
Ces autres personnalités du monde des affaires, de l'économie, de la finance internationale et de la politique du Cameroun, d'Afrique et du monde, invités pour étudier les opportunités de partenariat autour du développement, de la réalisation et du financement de nombreux projets structurants sur lesquels le Cameroun est engagé. Ce genre de forum et le discours du président de la République est un discours hautement compréhensible et je pense qu'il a souligné l'attractivité du Cameroun par rapport aux investisseurs étrangers ou même les investissements locaux. C'est vrai, tout ce qui a été dit dans la salle est tout à fait encourageant. Le Cameroun est un havre de paix, contrairement à ce que parfois les gens disent, mais quoi qu'il arrive, nous avons une croissance de 5,5%. Nous pensons véritablement qu'avec ce genre de forum, nous pouvons atteindre une croissance à double chiffre. L'autre versant de la pensée relève le niveau de qualification de la main-d'œuvre camerounaise, jugée assez compétente pour mener à bien le Cameroun vers l'émergence. Et comme on a beaucoup de choses à vendre, comme on a à vendre ses compétences, vous l'avez entendu, le niveau de qualification des Camerounais est assez élevé. Il a à vendre son sens de l'entrepreneurship. Les Camerounais sont au monde parmi les plus entrepreneurs. Il reste maintenant à construire un environnement des affaires qui permet à, n'est-ce pas, tous ces talents, à toutes ces idées d'éclore. C'est dans cette détermination des Camerounais que l'on est en droit de croire que les conclusions auxquelles vont aboutir cette conférence vont être d'une grande importance pour l'avenir du pays. Après la cérémonie protocolaire, place a été faite aux réflexions au cours des tables rondes animées par d'éminentes personnes ressources, les thèmes renvoyant à la question de la situation économique et à la problématique de l'investissement. La première table ronde a porté sur la situation macroéconomique du Cameroun avec pour sous-thème perspective de croissance. La deuxième était axée sur la contribution du secteur privé à la croissance de l'Afrique et du Cameroun avec une première partie concernant les regards croisés sur le rôle du secteur privé dans la croissance en Afrique et la deuxième partie retenant le Cameroun comme secteur privé dynamique de croissance. La troisième table ronde s'est appesantie sur la dynamique de croissance du secteur privé au Cameroun, la quatrième sur l'attractivité financière du Cameroun et la cinquième sur l'économie numérique et croissance. Nous vous proposons à présent de suivre quelques réactions recueillies au cours de ces différentes tables rondes. Et comme on a beaucoup de choses à vendre, comme on a à vendre ses compétences, vous l'avez entendu, le niveau de qualification des Camerounais est assez élevé. Il a à vendre son sens de l'entrepreneurship. Les Camerounais sont au monde parmi les plus entrepreneurs. Il reste maintenant à construire un environnement des affaires qui permet à, n'est-ce pas, tous ces talents, à toutes ces idées d'éclore. C'est des gens qui ont une certaine expérience, une expérience qui est reconnue, et qui peuvent nous dire, attention, faites ceci, faites cela, nous on a fait ceci, nous on a fait cela. Il y aura un intervenant coréen. J'insiste sur ce cas parce que, comme vous le savez, la Corée fait partie de ces pays qui, il y a 60 ans, étaient presque au même niveau de développement que le Cameroun, qui ont eu une planification extrêmement forte, j'ai presque envie de dire dirigiste, pour que le pays arrive là où il est maintenant. Ils ont sûrement des choses à dire. Nous, on est là pour écouter. Ça va peut-être nous amener à réorienter, conforter certains de nos choix ou alors à prendre des décisions nouvelles. Ça, c'est la partie qui est un peu thématique. Il y aura des tables rondes, nous allons discuter entre nous pour essayer de voir quels sont les freins au développement, à la croissance. Est-ce qu'il y a lieu d'accélérer dans un domaine plutôt que vers un autre? Est-ce qu'il y a lieu de lever un certain nombre d'entraves au développement et à l'investissement? Parce que nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il y en a encore. Nous avons eu à travailler avec les opérateurs économiques. On a réuni les dossiers et nous avons retenu que les projets matures. Parce que les gens pensent que tous les projets, on a retenu que les projets matures. On a l'habitude de présenter aux investisseurs les idées de projets. Ce n'est pas le cas et nous avons choisi une quinzaine de projets qui ont des études de faisabilité, qui sont vraiment très avancés.
Toute autre chose à présent, Common Entrance, la ministre de l'Éducation de base descend sur le terrain. Youssouf Ali Madidja était supervisé ce mardi le déroulement des épreuves dans certains sous-centres d'examen de Yaoundé où se déroulaient les épreuves du Common Entrance pour le sous-système anglophone. Il s'est agi d'un périple qui a conduit la ministre dans plusieurs écoles primaires publiques de certains arrondissements de la capitale politique. Il est à noter que pour la session 2016, près de 92 000 jeunes Camerounais ont été présentés à ce concours, pour lequel les résultats sont attendus dans les prochains jours. Gardons la main en éducation. Examens officiels session 2016. Le début a donc eu lieu ce jour avec les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e en première année et du Common Entrance dans le sous-système anglophone sur le triangle national. À Douala, les écoliers du cours moyen deuxième année ont massivement répondu présents dans les centres d'examen malgré quelques cas d'absence enregistrés. Renaud Hénan et Benoît Ndogmo pour les détails. Difficile de se frayer un chemin à l'entrée du centre d'examen du lycée de la Cité des Palmiers aux premières heures de la matinée. C'est en raison du déroulement des épreuves écrites du concours d'entrée en 6e, en première année du Common Entrance dans le sous-système anglophone. Dès leur arrivée, les écoliers sont soumis à une fouille systématique conformément aux prescriptions données par la hiérarchie. Dans l'enceinte de l'établissement, l'appel des candidats est fait à l'entrée des salles d'examen. Une fois installés, ils écoutent attentivement la police des examens lus avant le début de chaque épreuve. La première discipline intervient une dizaine de minutes plus tard, mais avant de commencer à travailler, il est demandé aux tout-petits de remplir l'entête de la feuille de composition. Après avoir fait la ronde des salles d'examen, le chef de centre se félicite de l'organisation et de la bonne marche du concours. J'ai fait le tour des salles et j'ai apprécié la manière avec laquelle les choses ont été montées dès le départ, c'est-à-dire l'organisation. Comme vous l'avez constaté, tout se prépare en amont et le travail abattu est en train de produire des fruits. Le sentiment est le même au secrétariat en dépit de quelques cas d'absence enregistrés. Les candidats ont répondu massivement à l'appel, toutefois on note quand même quelques absents dans les salles. Pour le moment, nous avons 11 candidats qui ne se sont pas présentés. En rappel, ils étaient 1173 candidats attendus et seuls 11 ont répondu aux abonnés absents. La proclamation des résultats est fixée pour le 24 mai prochain. Activité consulaire, Douala accueille le consul général de la République du Mali. Nommé par le président de la République du Mali, il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jour par le gouverneur de la région du littoral. Justice Toutoum et Benoît Ndogmo étaient présents. Voici le reportage. C'est en date du 31 mars 2016 que Modibo Diallo, nommé quelques mois avant au poste du consul général du Mali à Douala par le président malien Ibrahim Boubacar, a reçu du chef de l'État camerounais l'autorisation d'exéquatur suivant les us et pratiques diplomatiques en vigueur. Et c'est donc dans ce contexte que le diplomate malien a pris fonction dans son pays de séjour. Avec Douala comme ville de résidence, il était de bon ton que le gouverneur présida cette cérémonie d'installation qui s'est voulue brève, mais empreinte de sérieux et de solennité. Pour la circonstance, Samuel Dieudonné Ivahadiboa a invité le promu à faire preuve de discipline et de franche collaboration dans ses rapports consulaires entre les deux pays. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés et conformément aux dispositions de la commission consulaire signée par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, vous nommant au poste de consul général de la République du Mali à Douala, nous avons l'honneur et le plaisir de vous remettre ce jour les équatures signées le 31 mars 2016 par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, vous autorisant à exercer officiellement vos fonctions. Selon les lois et usages en vigueur entre nations commerçantes et amies, ces fonctions ont trait aux affaires, aux propriétés des ressortissants maliens établis à la République du Cameroun, ou qui s'y trouvent, soit de passage, soit en voyage, soit en séjour, ou qui font des opérations de négoce ou toute autre activité,
et vous permettant de jouir de tous les privilèges, franchises et prééminences attachées à votre emploi. En réponse à cette interpellation, Modibo Diallo a promis instruire ses compatriotes résidant au Cameroun sur le respect des lois. Il était rappelé que les relations entre le Cameroun et le Mali sont vieilles de plusieurs décennies. L'accord signé entre les deux nations sur la libre circulation des personnes et des biens à Bamako, le 6 mai 1964, bien que révisé en 2015, a beaucoup amélioré le climat des affaires qui, indubitablement, a encore des beaux jours devant lui. Lutte contre le paludisme, le gouvernement veut améliorer l'offre des soins mis à la disposition des enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Le ministre de la Santé publique a annoncé ce 16 mai 2016 à Yaoundé la chimioprévention pour contrer le paludisme, notamment dans les régions du nord et de l'extrême nord où le taux de mortalité est élevé. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. L'importante annonce a été faite par le ministre André Mamafouda de la Santé publique au cours de la célébration de la 22e édition de la Journée internationale de la famille. Ainsi a-t-il fait savoir qu'en 2012, 192 456 enfants arrivés au stade du paludisme simple ont été traités. Ont également été traités 114 057 enfants arrivés au stade du paludisme grave. Cette année, à partir de juillet, la chimioprévention en direction de 1 445 495 enfants âgés de 3 mois à 5 ans, dont 539 431 dans la région du Nord, 908 064 dans la région de l'extrême Nord. En fait, la chimioprévention est une technique d'immunisation consistant à administrer à une personne des médicaments, vitamines, minéraux ou autres produits pour diminuer son risque de développer une maladie donnée. Et la chimioprévention du paludisme consiste en une administration intermittente de protocoles thérapeutiques complets d'antipaludiques aux enfants dans les zones où la maladie résiste et cause du tort aux familles. C'est en mars 2012 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié ses recommandations sur la chimioprévention du paludisme saisonnier. Avant cette date, cette technique était citée dans la littérature de recherche en tant que traitement préventif intermittent des enfants. En décembre 2012, l'OMS a publié un guide de mise en œuvre pour assister les pays dans l'adoption et la mise en œuvre de cette nouvelle intervention. Toujours en santé, la 26e promotion des étudiants infirmiers diplômés d'État et aides-soignants procède ce mardi 2016 à Douala à une série de soutenances qui devra durer 3 jours. À l'ouverture des évaluations, le délégué régional de la santé publique pour le littoral et le directeur des IDEAS ont exprimé toute la confiance qu'ils portent à ces infirmiers en puissance. Colin Bekatal et Josué Ngonga. L'école des infirmiers diplômés d'État et des aides-soignants de Douala a procédé ce mardi 17 mai 2016 dans les locaux de l'hôpital à Kintini à l'ouverture des soutenances de fin d'études de sa 26e promotion. Sous la coordination du Dr Martin Yambabéas, délégué régional de la santé publique pour le littoral, 66 étudiants présenteront jusqu'au 19 mai prochain les résultats de leurs recherches sur des thèmes divers, portant entre autres sur la lutte contre des grossesses précoces chez la jeune fille. Le docteur Jean-Paul Zoche-Mengwe, président des IDAS, a souligné les difficultés rencontrées au cours des 3 années qu'a duré la formation, au rang desquelles une insuffisance des formateurs. Le responsable de cet institut a toutefois signifié toute la confiance qu'il porte à cette promotion. Certifié, et là en tant que chercheur et méthodologue, que les travaux sont satisfaisants. Ils sont satisfaisants. Je crois qu'ils seront jugés tout à l'heure. Vous savez, pour accepter, n'est-ce pas, que les gens déposent leurs travaux de fin d'études, il faut l'aval, n'est-ce pas, du jury. Un jury qui se sentirait lésé, ou tout au moins un élève qui aura des insuffisants ne peut pas voir son travail accepté pour dépôt. Le délégué régional a quant à lui réaffirmé combien la formation dans le secteur de la santé reste un champ inexploité pourtant pourvoyeur d'emploi. Si quelqu'un se pose la question, qu'est-ce que je dois faire après avoir été formé infirmier, sage-femme, aide-soignant ou médecin? C'est une question qui nous laisse perplexes. Parce qu'il y a le travail. Un infirmier, eh bien, on peut exercer, n'est-ce pas,
dans n'importe quelle institution, travailler en entreprise, on peut travailler dans le milieu hospitalier, public ou privé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le champ est là. Et le champ est tout à fait ouvert. Il n'y a pas lieu de donner la morosité aux étudiants. Les étudiants ont été encouragés à respecter l'éthique et la déontologie que leur impose ce corps de métier. Quelques-uns établissent d'ores et déjà une feuille de route en perspective. Au commencement, nous pensons d'abord entrer dans des hôpitaux publics. Je pense que le perfectionnement pourra nous donner aussi les compétences, la possibilité d'acquérir des compétences déjà pour un. Et bon, on ne sait jamais, il n'y a que le ciel qui pourra nous orienter. Les apprenants étaient évalués sous les regards à la fois anxieux et encourageants de leurs proches parents. Il faut noter qu'après la phase des soutenances, suivront celle des certificats d'examen pour les plus méritants. En sport, l'Afrique a désormais son mot à dire dans la Fédération internationale de football, association FIFA. Nommée le 13 mai dernier lors du 66e congrès, la Sénégalaise Fatma Samba Diouf Samouran est la toute première femme à occuper ce poste de responsabilité. Voici le portrait de cette vaillante africaine dressé par Lissa Youmsi. Apporter un vent nouveau à la Fédération internationale de football, association entachée par l'affaire du trafic de billets pour le mondial 2014 au Brésil, tel était l'objectif de l'Italie au Suisse Gianni Vincenzo Infantino après son élection à la tête de cette grande institution mondiale de football. Ce grand changement s'est fait ressentir lors du 66e congrès de l'organisation qui s'est tenu au Mexique, où le président de la FIFA nommé au poste de secrétaire général, la Sénégalaise Fatma Samba Diouf Samouran, âgée de 54 ans, diplomate de l'ONU. Elle entame sa carrière au sein du programme alimentaire de l'ONU à Rome en 1995 comme responsable logistique et l'amène à occuper différents postes à responsabilité pour l'ONU en Afrique, l'obligeant à côtoyer les pays tels que le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, la Guinée, Madagascar et Djibouti. Il convient tout de même de rappeler que la Sénégalaise succède à ce poste au Français Jérôme Valqué, licencié puis suspendu pour 12 ans par la FIFA, notamment pour son implication dans le scandale de trafic de billets. Même si le nouveau porte-étendard du continent africain ne dispose pas d'une grande expérience dans le monde du football, elle bénéficie néanmoins de la confiance de son président qui compte l'accompagner dans ce grand challenge. À cet instant, les yeux des peuples africains sont tout de même rivés vers la perle africaine qui espère que ce vent nouveau planera sur le ciel du continent africain afin de résoudre les problèmes que connaisse le football africain. Voilà qui met un terme à cette édition d'information et merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.